Salut à tous! Bienvenue sur V-Retro Computing. Aujourd'hui, on va faire un exercice pratique. On va écrire un programme en assembleur pour désactiver le bip clavier de l'Atari ST. Mais tout d'abord, de quoi est-ce qu'on parle? Si vous avez un Atari ST, vous savez forcément ce qu'est le bip clavier. Sinon, pas de souci, je vous montre. Par exemple, j'ouvre la disquette, je fais Fichier, Nouveau dossier, je tape un nom au clavier, et vous avez entendu? À chaque fois que je tape une touche, on entend un bip. C'est ça, le bip clavier. Aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu bizarre, quoique ça existe encore avec les écrans tactiles. Mais au début des années 80, c'était souvent le cas avec les ordinateurs. Finalement, je trouve que ça avait quelque chose de rassurant. Ça permettait de vérifier qu'on avait bien appuyé sur la touche et qu'elle n'était pas cassée. Bien sûr, quand on tape des programmes un peu longs, ça peut vite devenir agaçant. Alors voyons comment on peut faire pour désactiver ce bip. D'abord, la méthode officielle. Elle est expliquée dans le manuel. Il faut utiliser l'accessoire panneau de contrôle, et notamment les icônes retour sonore. On va aller voir ça en pratique. Je vais dans le menu Bureau, et vous voyez que par défaut, il y a seulement Information. Mais ici, on peut ajouter des accessoires, et notamment le fameux panneau de contrôle qui permet de modifier certains paramètres du TOS. Ce panneau de contrôle, on le trouve sur la disquette système qui est fournie avec l'EST, celle qui contient aussi le BASIC. Il s'agit de ce fichier, contrôle.cc. Pour l'installer sur une autre disquette, c'est très facile, il suffit de recopier ce fichier à la racine de la disquette et de booter dessus. Bon, je vous fais grâce des manipulations, j'ai déjà préparé une disquette avec seulement contrôle.cc à la racine. Et je démarre dessus. Si vous connaissez bien l'Atari ST, vous remarquerez que le vert du bureau est un peu plus sombre que d'habitude. C'est un indice qui laisse supposer que le panneau de contrôle s'est bien chargé. Alors, je vais dans le menu Bureau, et effectivement, il est là. Alors sans plus attendre, je l'ouvre. Cet accessoire permet de modifier plusieurs paramètres. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bip clavier. Vous voyez, c'est cette icône, ici. Alors avant de cliquer dessus, j'appuie sur les touches au clavier. Vous entendez? Pour l'instant, on entend encore le bip. Je clique sur l'icône, elle se grise. J'appuie à nouveau sur les touches. Et ça y est, il n'y a plus de bip. Donc vous voyez, pour désactiver le bip clavier avec le panneau de contrôle, c'est très facile. Le problème, c'est qu'il faut refaire cette manipulation à chaque fois qu'on redémarre. Heureusement, il y a une solution, c'est de sauver le bureau. Alors, d'abord, je ferme le panneau de contrôle. Ça, c'est indispensable, sinon les nouveaux paramètres ne sont pas pris en compte. Et ensuite, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe, je vais ouvrir la disquette. Vous voyez, ici je retrouve le fichier contrôle.cc que j'ai recopié à la racine tout à l'heure. Et maintenant, je vais aller dans Options et je vais faire Sauver le bureau. OK. Et vous voyez, un nouveau fichier est apparu. Il s'appelle desktop.inf. C'est lui qui contient les paramètres du bureau, c'est-à-dire la position des fenêtres, mais aussi les options du panneau de contrôle, pour qu'elles soient restaurées au démarrage. Alors je vais rebooter et on va voir si ça marche. J'appuie par exemple sur le bouton Reset, ça redémarre, le bureau s'affiche, la fenêtre s'ouvre à nouveau, ça c'est bien, j'appuie sur les touches, et on n'entend rien du tout, donc ça marche. Pour info, je vais vous montrer où est stocké le paramètre du bip clavier. Je vous l'ai dit, c'est dans le fichier desktop.inf. Alors je double-clique dessus, je clique sur Voir, et on a de la chance car c'est un fichier texte, donc on peut voir son contenu. Ah, mais pas tant de chance que ça, parce que l'info, elle est là, tout à droite, et l'écran n'est pas assez large. Bon, c'est pas un problème, je clique avec le bouton droit pour sortir, je vais aller dans Options, définir les préférences, Moyenne, OK. Donc on passe en moyenne résolution. Et je recommence. Double-clic. Voir. Ah, là c'est mieux. Alors, les paramètres du panneau de contrôle sont stockés ici, sur la ligne qui commence par ~C. Vous voyez, c'est un peu mystérieux. Ce qui nous intéresse, c'est ce chiffre, ici. S'il est à 1, le bip est activé. Et s'il est à 0, le bip est désactivé. Voilà. C'est tout. Donc vous voyez, pour désactiver le bip clavier avec l'outil officiel, c'est simple mais un peu contraignant. Il faut mettre l'accessoire sur une disquette, désactiver l'option,
sauver le bureau, et surtout, il faut conserver ces deux fichiers à la racine. On a vu que le paramètre était stocké dans le fichier desktop.inf, ok, mais si contrôle.acc n'est pas là, il ne se passe rien, car c'est l'accessoire contrôle.acc qui applique les paramètres de la ligne -c quand il démarre. Donc pas d'accessoire, pas de paramètres. Et il y a aussi un autre problème, c'est que les accessoires se chargent tout à la fin du boot. Donc si on lance des programmes depuis le dossier auto, eh bien le bip clavier sera encore actif. Donc avec cette méthode, on ne peut pas désactiver le bip clavier pour les programmes du dossier auto. Alors la solution, c'est d'écrire un petit programme en assembleur qui va désactiver ce bip. Et ensuite, on pourra le mettre en tout premier dans le dossier auto. Comme ça, il désactivera le bip le plus tôt possible, y compris pour les autres programmes. Allez hop, c'est parti! Maintenant, la question c'est comment on fait? Le bip clavier, c'est un paramètre du TOS, donc pas besoin du panneau de contrôle. On va aller voir la documentation sur TOSPoint. Je vous mets le lien dans la description. D'abord je clique sur English, puis je vais dans la section BIOS, puis dans Système variable. Là je fais CTRL F et je recherche click. Et ben voilà, c'est là. Ce qui nous intéresse, c'est la variable comptterm. On nous dit qu'elle est de type byte, donc juste un octet, et elle est à l'adresse 484. Je vous rappelle que ce préfixe 0x, ça signifie que la suite est un nombre écrit en hexadécimal. C'est la convention utilisée par le langage C. Pourquoi pas? On nous dit que chaque bit a une signification différente. Je vous rappelle qu'un octet est composé de 8 bits. Mais ici, on ne nous parle que de 4 bits. Donc ça signifie que les autres bits sont inutilisés. Ou du moins, ils sont non documentés. Alors, on nous dit que cette variable contient les attributs du périphérique compte de points. Si on ne sait pas de quoi il s'agit, ça peut paraître un peu obscur. Eh bien, compte de points, ça signifie la console. Pas la console de jeu, non. La console, c'est l'ensemble clavier plus écran. C'est un vocabulaire très ancien qui date des premiers ordinateurs. Mais bon, laissons ça de côté, on va se concentrer sur notre objectif. Et voilà ce qu'on cherche, le bit 0. On nous dit qui clique on-off. C'est exactement ce qu'on voulait. Au fait, je vois que cette doc ne précise pas, mais je vous le dis, 0 signifie bip désactivé et 1 signifie bip activé. Alors à partir de maintenant, on va beaucoup manipuler les bits et l'hexadécimal. Si vous êtes à l'aise avec ça, c'est parfait. Sinon, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur le sujet. Je vous ai tout expliqué en détail. Bien, maintenant on sait comment faire pour désactiver le bip. Il faut mettre à 0 le bit 0 de l'octet à l'adresse $484. Oui, je préfère utiliser le préfixe $ pour l'hexadécimal parce que c'est celui de Motorola. Mais avant de commencer à programmer, j'ai envie de tester pour voir si ça marche vraiment. Et pour ça, je vais utiliser monst2, le débugger de DevPack2. J'ai déjà préparé une disquette, alors je lance tout simplement monst2.prg. Normalement, ce débugger sert à débugger un programme. Comme j'en ai pas encore, j'appuie simplement sur Escape. À droite, on trouve un éditeur de mémoire. C'est exactement ce qu'il nous faut. On voit que par défaut, on est à l'adresse 0. Alors j'appuie sur Tab pour déplacer le focus sur la fenêtre mémoire. J'appuie sur Alt-A pour changer d'adresse. Je tape simplement 484, c'est l'adresse que j'ai trouvée dans la doc. Pas besoin de mettre le préfixe $ parce que par défaut, monst2 parle en hexadécimal. J'appuie sur Entrée, et vous voyez, on a changé d'adresse. Maintenant, on voit la RAM à partir de l'adresse $484. On nous a dit que la variable comptterm était seulement sur un octet. Donc elle est ici. Souvenez-vous bien qu'un octet, ça fait toujours exactement 2 chiffres hexadécimaux. Donc actuellement, cette variable vaut $07. On veut seulement changer le bit 0, sans toucher aux autres bits. Alors, on va réfléchir un peu. Pour manipuler les bits individuellement, il faut que je convertisse cette valeur en binaire. Si vous avez bien suivi mes conseils, vous savez le faire de tête. Il suffit de convertir chaque chiffre séparément. Donc, $07 égale %00000111. Si besoin, vous pouvez utiliser une calculatrice. Je vous rappelle que %, c'est le préfixe binaire chez Motorola. Et je vous rappelle également que le bit 0, c'est toujours celui qui est le plus à droite. Donc, celui-là. Je le mets à 0, et je reconvertis le tout en hexadécimal, ce qui fait $06. Et voilà,
Si la valeur d'origine est $0,7, alors la même chose avec le bit 0 à 0, ça vaut $0,6. Eh bien allons-y. J'appuie sur une touche qui ne fait rien dans le débugger, par exemple Escape. Ok, on entend toujours le bip clavier. Regardez bien, je fais Alt-E. Vous voyez, un curseur est apparu. Dans ce mode, je peux changer chaque chiffre. Alors je tape simplement 0,6 et j'appuie sur Escape pour sortir. Écoutez bien. Ça marche, on n'entend plus rien. Bon, attention, j'ai peut-être planté l'Atari. Ça peut arriver quand on manipule la mémoire. Alors j'appuie sur Tab, et vous voyez, le focus change bien de fenêtre. Donc, c'est pas planté. Je recommence, Alt-E, 0,7, Escape, et j'ai retrouvé le bip clavier. Vous voyez, c'est pratique. Avec le débugger, on peut facilement modifier la mémoire. J'appuie sur CTRL-C pour quitter, et je lance l'éditeur GenST2 pour taper le programme. En pratique, ça va être très facile, car le 68000 a des instructions qui permettent de manipuler les bits individuellement. Il s'agit des instructions BCLR pour mettre un bit à 0, et B7 pour mettre un bit à 1. Donc je tape BCLR dièse 0, $484. Ça signifie mettre à 0 le bit 0 de l'octet à l'adresse $484. C'est déjà correct. Mais pour me rappeler que BCLR travaille sur un octet, je vais ajouter le suffixe .b. Voilà. Ça ne change strictement rien, mais au moins c'est explicite. Et aussi une petite optimisation. Comme l'adresse $484 est inférieure à $8000, on peut ajouter le suffixe .w. Ça permet de la stocker sur 2 octets au lieu de 4. C'est toujours ça de gagner. Eh bien, c'est presque fini. Il n'y a plus qu'à quitter le programme en appelant pattern0. Ça, vous savez faire. Et voilà. Je n'oublie pas de sauvegarder mon programme. Fichier sauvé. Je l'appelle par exemple bipof.s. OK. J'assemble. PRG, assembler, mémoire, assemble. C'est bon. J'exécute avec AltX. Pardon? Revoyons la même scène, mais au ralenti. Les bombes. Mais c'est quoi ces bombes? Ça, vous le savez, ça veut dire que ça plante. Donc mon programme est buggé. Et pourtant, il est pas long. Maintenant, il faut trouver le problème. Et la première indication, c'est le nombre de bombes. Pour savoir ce que ça veut dire, il faut aller voir la documentation du 68000. Plus précisément, la table des vecteurs d'exception. Il faut rechercher le nombre de bombes ici, dans cette colonne, en décimale. Parce qu'en fait, le nombre de bombes indique un numéro de vecteur. Dans notre cas, c'est 2. Donc il s'agit de cette ligne. Et tout à droite, on trouve la signification. En l'occurrence, bus error. Ce qui veut dire erreur de bus. En clair, ça signifie que j'ai tenté d'accéder à une adresse interdite. Mais comment c'est possible? Est-ce que la doc est fausse? Mais non, tout à l'heure j'ai testé avec le débugger et ça marchait. Alors pas de suspense, voici l'explication. Pour accéder aux variables système, il faut passer le 68000 en mode superviseur. Il faut savoir que le 68000 fonctionne dans 2 modes. Le mode utilisateur et le mode superviseur. En mode superviseur, les programmes ont accès à tout. Toutes les instructions et toutes les adresses. Alors que le mode utilisateur est plus limité. On n'a pas accès aux instructions qui permettent de modifier le fonctionnement du 68000 lui-même, et on n'a pas accès à toutes les adresses. Alors, ne vous y trompez pas. On pourrait penser que le mode utilisateur est moins bien que le mode superviseur, parce qu'on peut faire moins de choses. Certes, le mode utilisateur est plus limité, mais il est tout aussi rapide. Et surtout, il permet d'éviter de faire des bêtises sans s'en apercevoir. C'est pour ça que les programmes démarrent toujours en mode utilisateur. Si un programme est buggé et qu'il manipule des pointeurs, il pourrait très facilement écraser les variables système du TOS et faire planter tout le système. Mais en mode utilisateur, l'accès aux variables système est interdit. Si un programme essaie quand même, ça produit une erreur de bus. Et le TOS affiche 2 bombes. Donc ce mode utilisateur, c'est une sécurité. Si un programme est buggé, au pire il peut se planter lui-même, mais il ne plantera pas tout le système.
Sachez que le mécanisme des erreurs de bus, c'est une fonctionnalité du 68000. Mais toutes les machines ne l'exploitent pas. Par exemple, sur Amiga, il n'y a jamais d'erreur de bus, même en mode utilisateur. Donc si un programme est buggé, il peut facilement écrire n'importe où. Et avec un système multitâche, ça fait des dégâts. Alors que sur Atari, le système est plus robuste. Du moins, tant qu'on reste en mode utilisateur. En fait, sur Atari ST, toute la mémoire entre l'adresse 0 et l'adresse $800 n'est accessible qu'en mode superviseur, que ce soit en lecture ou en écriture. Et c'est justement dans cette zone qu'Atari a choisi de placer les variables du TOS. C'est malin. Alors, revenons à notre programme. Pour modifier la variable système compterme, on va devoir passer en mode superviseur, au moins temporairement. Et bien heureusement, le TOS a tout ce qu'il faut pour faire ça. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser la fonction xbios $26 appelée supexec. Cette fonction est très commode. Elle appelle une routine, un peu comme l'instruction JSR. Mais la routine s'exécute en mode superviseur. Donc dans cette routine, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors je reviens dans le code et je vais créer ma routine. Je vais à la fin et j'ajoute un label, par exemple bipoff. Je déplace mon BCLR à cet endroit et je termine la routine avec RTS. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut que j'appelle supexec pour exécuter cette routine en mode superviseur. Ça marche comme ça. D'abord, j'empile l'adresse de ma routine. Puis j'empile le numéro de fonction, $26. Ensuite, j'appelle le xbios avec *14 et je corrige la pile. Notez que j'aurais pu utiliser l'instruction PA pour empiler l'adresse de la routine, mais je laisse ça de côté pour aujourd'hui. Et enfin, j'appelle pterm0 pour terminer le programme. Et voilà, c'est fini. J'assemble. OK. Écoutez bien. On entend encore le bip clavier. J'exécute avec AltX. Cette fois-ci, pas de bombe. J'appuie encore sur une touche. Et cette fois-ci, on n'entend rien. Donc, ça marche. Alors, comme ce programme est fini, j'en profite pour ajouter des commentaires. Ça, c'est une bonne habitude. Comme ça, quand on revient plus tard sur le programme, on se rappelle à quoi il sert et comment il marche. Je n'oublie pas d'enregistrer le source. Je fais fichier sauver. Et maintenant, je vais générer un fichier PRG. Pour ça, je vais dans le menu PRG, Assembler. Cette fois-ci, je clique sur Disque. Je tape un nom de fichier, par exemple bipoff.prg. Assemble. Très bien. J'appuie sur une touche. Et je peux quitter GNST2 avec fichier quitter. Ah, je retrouve mon programme bipoff.prg sur la disquette. Bien sûr, je peux le lancer à tout moment pour désactiver le bip. Mais on va faire mieux. On va lancer ce programme automatiquement au démarrage. Pour ça, je vais dans le menu Fichier et je fais Nouveau dossier. Je l'appelle Auto. Attention, il faut impérativement utiliser ce nom, Auto, pour que le contenu du dossier s'exécute au démarrage. OK. Et maintenant, je vais déplacer bipoff.prg dans le dossier Auto. Pour ça, je laisse appuyer sur la touche CTRL et je fais glisser le programme vers le dossier Auto. Vous voyez, le bureau me propose un déplacement de fichier. Alors que si je n'avais pas appuyé sur CTRL, ça aurait fait une copie. Attention, le déplacement n'est possible que depuis le TOS 1.4. Avec les versions plus anciennes, on est obligé de faire une copie, puis de supprimer l'original. Alors j'appuie sur Entrée pour valider. Voilà, le programme a disparu, j'ouvre le dossier Auto par double-clic, et je peux constater que le fichier bipoff.prg a bien été déplacé dedans. Donc, c'est parfait. Eh bien, on va pouvoir tester. J'appuie sur le bouton Reset pour redémarrer. J'appuie sur des touches pendant le boot. On entend le bip. On arrive au bureau. Et là, il n'y a plus de bip. Donc, mission accomplie. On a fait un programme qui désactive le bip clavier au démarrage. Vous avez vu, quand on s'y prend bien, c'est enfantin. Et pour modifier les autres paramètres du TOS, c'est exactement pareil. Pour résumer, nous avons appris que les paramètres du TOS sont stockés dans les variables système. Ces variables sont stockées à des adresses fixes en début de RAM. Typiquement, elles ont des adresses de type $400 ou $500. Pour la liste complète, je vous laisse aller voir la documentation. Je précise que ces adresses sont officielles.
Ce sont toujours les mêmes, quelle que soit la version du TOS. Et nous avons aussi appris que pour accéder aux variables système, il faut passer en mode superviseur, que ce soit en lecture ou en écriture. Sinon, on a droit à une erreur de bus avec 2 bombes. J'aurais encore beaucoup à vous dire, mais il faut savoir s'arrêter. Alors on va en rester là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.